Voilà, bonsoir. Donc moi je devais faire cette conférence l'année dernière direct, mais elle avait été au code parce que j'étais à Dijon l'année dernière comme enseignant en biologie. Cette année, je trouve que je suis sur Marseille, au soleil. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir et de remplacer d'autres personnes. Donc j'avais choisi de vous parler à l'époque de la flore tropicale, dans la mesure où j'avais fait un voyage aux Antilles françaises, j'ai fait 2 voyages en fait, en 2012-2011. J'ai visité d'abord la Guadeloupe en 2011, en 2012 la Martinique, et j'ai pu finalement ramener des photos, des livres, et notamment un livre que j'ai utilisé pour faire cette conférence, en utilisant des images, etc. Donc moi je vais vous proposer de parler un petit peu de la flore tropicale de Guadeloupe et de Martinique, en essayant un peu de voir la ressemblance. Je vais aussi vous parler du contexte, du contexte un peu géographique de ces îles volcaniques. Je ne sais pas si des gens sont déjà allés ici aux Antilles. Oui, c'est tout? Une seule personne? Non. D'accord. Ok, ben justement, c'est l'occasion d'en parler à la fin, si vous avez des questions. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est très beau, surtout quand on aime la nature, c'est magnifique. Donc là, dans cette image, vous voyez des fougères arborescentes sur la gauche, et à droite, des palétuviers noirs qui sont plutôt typiques des mangroves. Donc je vais vous parler un petit peu de toutes ces végétations. Voilà, ça marche. Donc je commence par vous parler de la géographie des petites Antilles, donc font partie de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc les petites Antilles, c'est un archipel de l'océan Atlantique qui fait à peu près 236 000 km², donc la moitié de la France, 30 îles à peu près, une double exposition, une côte sous le vent à l'ouest, c'est-à-dire en gros côté mer des Caraïbes, qui n'est pas exposée au vent, côté mer des Antilles, et une côte au vent à l'est, côté océan Atlantique, qui va entraîner une zonation particulière de la végétation bien différentielle. Alors au départ, au niveau géologique, on avait 2 arcs volcaniques. On avait un arc ancien qui a fonctionné jusqu'à il y a 30 millions d'années, et puis un volcanisme plus récent à partir de 23 millions d'années, avec une pause entre les deux. On peut différencier 2 zones en fait, au nord de la Dominique. Alors la Dominique, je vais vous montrer après, c'est entre la Martinique et la Guadeloupe en fait. On avait une activité d'un arc jusqu'à il y a 23 millions d'années. Ça avait entraîné un enfouissement des roches, puis une surrection des roches volcaniques qui se recouvrent de sédiments calcaires d'origine marine. Et ça va être un peu différent, parce qu'au sud de la Martinique, il n'y a pas eu d'enfouissement, pas de sédiments donc d'origine marine. Les produits de l'arc récent ont recouvert ceux de l'arc ancien. Donc c'est pas tout à fait les types de roches qu'on va retrouver. Ces îles donc, ont été colonisées par des espèces venues du continent américain, qui ont après évolué de façon spécifique. On a eu un isolement et une spéciation, ça veut dire une formation de nouvelles espèces par isolement géographique. Donc il n'y avait pas de brassage génétique parce qu'on a un isolement géographique. Donc création d'espèces endémiques qu'on ne trouve que sur place. Alors cette carte, elle vous montre les petites Antilles, avec à peu près une vingtaine d'îles là-dessus. Donc vous voyez, la Martinique, elle est en bas, elle va clairement isolée, qui culmine à peu près à 1500 mètres. La Dominique, au nord, séparée par le canal de la Dominique. Et après, au nord, on a la Guadeloupe, avec la Soufrière, qui culmine à peu près à 1500 mètres aussi, qui est sur. Alors, la Guadeloupe, vous avez donc 2 îles. Vous avez donc à l'ouest, Basse-Terre, qui est une île très volcanique, qui est assez grande, qui comprend le parc national de Guadeloupe, qui a à peu près 18 000 hectares, et qui comprend énormément d'espèces endémiques. Et cette île, après, à l'est, c'est Grande Terre. C'est l'île où il y a plus de population, où il y a la capitale aussi, Pointe-à-Pitre. Donc là, elle est beaucoup moins intéressante au niveau géologique. Et il y a des cannes à sucre, beaucoup de cultures de cannes à sucre. Donc cette île est bien différente, elle a bien 2 parties séparées par ce qu'on appelle la rivière salée. C'est un bras de mer qui sépare les 2 îles en fait, en forme de papillon. Et après au nord, vous avez d'autres îles, Montserrat, qui a une éruption en 95, ou même je crois depuis, elle est très très dangereuse. Là, ils ont évacué toute l'île, donc bon, c'était assez grave.
Et après, vous avez un plus haut, là au nord, vous avez Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui sont aussi des colonies françaises. Alors, là, je vous parle un petit peu de géologie. On a donc au départ une hypothèse, donc il y a 100 millions d'années, on pense que la plaque Caraïbe est un plateau océanique qui fut engendré par le point chaud des Galapagos, complètement à l'ouest, dans l'océan Pacifique, et qu'après elle s'est déplacée, et après on a eu une subduction, donc un enfouissement de la plaque américaine sous la plaque Caraïbe, qui a créé un volcanisme de subduction, avec l'apparition d'un chapelet volcanique, donc les petites Antilles. Donc on a une évolution avec ces schémas de gauche à droite. Cette plaque qui se forme au niveau du point chaud des Galapagos, il se déplace vers l'est, et après un plateau en fait, océanique émerge avec un volcanisme de type subduction particulier aux Caraïbes, qui va conditionner en fait l'apparition des espèces insulaires, etc. Effectivement, le balai tectonique est le moteur géodynamique de l'évolution biologique dans les Antilles. On a une rencontre et une séparation de population au gré des mouvements de convergence et de divergence des plaques lithosphériques. La sélection naturelle, alors on a une répétition d'éruptions volcaniques, une mise en place de barrières géographiques entre les îles qui ont entraîné l'apparition d'espèces bien différentes entre les îles, qu'on ne trouve pas ailleurs. Ces isolements conduisent à un endémisme spécifique des Caraïbes, des petites Antilles ou de certaines îles particulières, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Barbade. Donc on peut dire que l'histoire géologique et l'évolution biologique sont donc des phénomènes indissociables dans les Caraïbes. Alors un petit peu d'histoire, pour vous dire un petit peu comment on appréhendait les premiers Européens, les premiers colons. Donc, la première description de la Martinique a été faite en 1751 par un marin, sans doute. Cette île est extrêmement hachée, entrecoupée partout de collines fort hautes, ou comme on le dit en Amérique, de mornes fort élevés. Presque toute cette côte est précisément ce que les marins appellent une côte de fer. Donc ça, c'était en fait la côte qui est à l'ouest de la Martinique, que j'ai citée. C'est vrai qu'elle est extrêmement découpée. L'abbé Guillaume de Rênal, en 1780, a déclaré: les îles connues sous le nom d'Antilles composent une chaîne dont un bout semble tenir au continent près du golfe de Maracaibo, c'est-à-dire par l'Amérique du Sud, Venezuela, et de l'autre fermer l'ouverture du golfe du Mexique. Peut-être ne serait-il pas trop téméraire de les considérer comme les sommets de très hautes montagnes qui ont fait autrefois partie de la terre ferme et qui sont devenues des îles par une révolution qui a submergé tout le plat pays. Alfred Lacroix, il a déclaré en 1902, donc bien plus récemment. Donc c'est le père de la volcanologie, c'est lui qui a inventé le terme de la montagne péléenne et des nuées ardentes. Le volcanisme de type péléen de la montagne pelée, les nuées ardentes, c'est lui qui a inventé ces termes-là. Il a déclaré: les Antilles sont constituées par une série d'îles qui représentent les sommets d'une chaîne de montagnes effondrées. Ils sont pensés donc il y a 100 ans. Alors, à partir des années 60, on a des révolutions dans la façon de considérer les sciences de la Terre. La planète Terre est présentée comme une machine thermique. Le volcanisme constitue une des principales manifestations de la dynamique interne de la Terre. Le lien entre l'activité volcanique et l'édification des îles antillaises est avéré. L'arc antillais est le produit du volcanisme de subduction, c'est-à-dire la rencontre entre deux plaques océaniques, la plaque Caraïbe et la plaque atlantique, qui plonge sous la plaque Caraïbe. Ce qui a finalement entraîné l'apparition de ces îles. Donc pas du tout le sommet de chaînes de montagnes effondrées. En tout cas, elles ont poussé depuis le bas, depuis le plancher océanique, et après elles ont fini par émerger. Donc on a un article de 1969, d'origine américaine, intitulé Tectonics of the Caribbean and Middle America Regions from Local Mechanism and Seismicity. Ça a introduit des nouveaux concepts de tectonique des plaques et de subduction océanique, ce qui a permis de valider ce modèle de subduction océanique aux Antilles. Donc en conclusion, les îles des petites Antilles s'érigent à partir du fond de l'océan, ne sont pas les sommets d'une chaîne émergée. Des éléments solides ont émergé, se sont agglomérés, puis ont été érodés et remaniés pendant des millions d'années pour former les îles actuelles. Donc la biodiversité de Guadeloupe et de Martinique s'est développée dans un contexte géodynamique volcanique qui est passé du type explosif, des volcans sous-marins, au type effusif, volcans émergés.
avec des laves beaucoup plus fluides et finalement beaucoup moins dangereuses. Alors, la diversité climat et des écosystèmes, puisqu'elle est liée. On a des îles au climat tropical chaud et pluvieux, avec une végétation luxuriante en altitude et sur la côte au vent, donc toujours à l'est. Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie. Des îles au climat tropical sec à faible tapis végétal, qui sont plus au sud, donc c'est les Antilles néerlandaises, Aruba, Bonaire, Curaçao. On a défini 4 écozones, c'est-à-dire des zones à diversité biologique, les bassins versants autour des rivières, les zones boisées, les régions littorales et les récifs coralliens. Le milieu marin est partout présent. Des eaux chaudes, près 25-28 degrés de température moyenne toute l'année. Les hauts fonds, c'est-à-dire des fonds océaniques importants, supérieurs à 1000 mètres. Des détroits, des chenaux et des canaux qui relient toutes les îles et qui vont aussi constituer, on va dire, un milieu particulier de l'insulaire. Donc, il existe 9 régions ultra-périphériques qui sont incluses dans l'Union européenne, dont 6 sont françaises. On a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. On a les Canaries en Espagne, Açores et Madère qui appartiennent au Portugal. Ces régions ultra-périphériques sont caractérisées par un éloignement important de l'Europe, par un contexte marqué d'insularité, par du volcanisme, par un climat tropical souvent intense, par une faible population et par la proximité avec des pays moins développés. Elles apportent une envergure à l'Union européenne, c'est pourquoi elles bénéficient de mesures de soutien pour la production agricole. La Guadeloupe et la Martinique sont classées parmi les 34 hotspots à taux maximal de biodiversité au monde. On a 3200 espèces de plantes à fleurs pour une superficie de 2800 km² si on combine les deux, parce que la Guadeloupe c'est à peu près 1800 et la Martinique 1000. Donc on a une densité spécifique si on divise la surface par le nombre d'espèces, qui est à peu près une espèce par kilomètre carré. On a 200 familles de plantes à fleurs, 200 espèces de fougères et de lycopodes, c'est des plantes associées, le double de la France continentale, avec des espèces endémiques sur les plantes des volcans, soufrières et montagnes pelées. 57% des espèces végétales sont indigènes, locales, 15% des espèces sont naturalisées, ça veut dire de l'extérieur, 30% sont ornementales, alimentaires ou médicinales. Donc la densité végétale est 3 fois supérieure à la métropole pour un territoire 500 fois plus petit, ce qui est quand même assez considérable. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des différents types de végétation qu'on rencontre aux Antilles. Donc la végétation littorale, au bord de mer. Après, on a la végétation xérophile, de milieu sec, qu'on va rencontrer un petit peu en arrière de la mer. La végétation mésophile, c'est une végétation un petit peu plus humide, qui se rencontre jusqu'à 400 mètres d'altitude. Après, on a la végétation hygrophile, c'est-à-dire en gros la forêt est dense, tropicale dense. On la rencontre jusqu'à 1000 mètres à peu près. C'est celle où il y a le plus de biodiversité. Et enfin, on a la végétation altitudinale, d'altitude, qui correspond à des savanes ou des steppes d'altitude, avec des plantes particulières qui sont inféodées à ces milieux. Il y a des fougères, etc., qu'on trouve que là-bas, et c'est souvent sur les bancs des volcans. Donc là, je vais commencer par vous parler de la végétation littorale. Donc j'ai mis 2 photos, Capestre François à la Martinique, et l'île Loup-Garou à la Martinique également, qui sont des endroits magnifiques. Alors cette végétation littorale, elle commence entre 0 et 100 mètres, température moyenne 25 à 26 degrés. Les précipitations entre 1000 et 1500 mètres. On a aussi des endroits en salinité. Donc je vous ai mis des exemples d'espèces. Donc on commence par le bois livré. Donc il est plutôt présent en Guadeloupe et en Martinique un peu moins. Donc il y a des fruits à 4 ailes, des rameaux vertus anesthésiantes pour endormir les poissons, qui sont utilisés par les indigènes, par les gens qui habitent là-bas. La laisse de mer, donc en fait c'est un ensemble de 2 algues, le cimodocée des lamentins et la thalassique. On le trouve en Martinique, Grand Macabre. Donc ce sont un débris de plantes marines à fleurs qui abritent des petits invertébrés, mollusques, insectes, crustacés. Après, je vous présente
dans le sable près de la mer. Elle limitait autrefois la bande du terrain public, qu'on appelle les 50 pas géométriques, à partir de la mer. Le résinier bord de mer, bon, on voit qui fait des raisins. C'est un arbuste exposé au vent, plus de 6 mètres de haut en situation abritée. Ses fruits sont d'abord verts, deviennent rouges, et après on peut les manger. Le mancenillier, celui-là c'est l'arbre emblématique, il est toxique par son latex. Il est très déconseillé de s'abriter sous ses feuilles en cas de pluie, et encore moins de consommer ses fruits qui ressemblent aux pommes. Il est apprécié pour son ombrage et ses racines fixatrices des sols, parce qu'elles descendent très profondément. Bon, il est très toxique, et il ne faut surtout pas s'abriter dessous quand il pleut. Mais il est quand même apprécié par les gens là-bas parce qu'il est décoratif et du pour et du contre en tout cas sur cet arbre. Après on a les cierges, donc c'est une espèce de cactus très long, on l'a dressé. Ce sont des petits, donc des plantes un petit peu grasses, des petits orchidées, grâce à leur cuticule épaisse et c'est une adaptation à la sécheresse. Le bois peut chiller. Répandu, c'est un arbuste en fait, qui a des feuilles en verticille caractéristiques. L'ananas bois, on le trouve au Guadeloupe, rivière salée, Martinique, montagne du Vauclin. C'est un arbuste épiphyte. Épiphyte, ça veut dire en fait c'est une plante qui pousse sur d'autres plantes. C'est pas forcément un parasite, c'est une plante qui utilise le support d'autres plantes. C'est pas un parasite. Donc les feuilles apicales sont au sommet de la tige, donc on peut facilement reconnaître l'ananas comme chez nous, l'ananas bois comme ça. On passe à la végétation plus sèche, donc on commence à rentrer un peu à l'intérieur des terres. Xérophile, ça veut dire qui aime le sec, xérophile. On a donc une prairie xérophile sur la côte sous le vent, par exemple, donc à l'ouest en Martinique. On voit que c'est jaune, donc c'est sec, hein. Ça n'a rien à voir du tout avec la forêt ambrophile qu'on va voir avec très verte. Au premier plan, en bas, on voit l'îlet Chancel. Donc moi j'étais là-bas faire du canoë-kayak, donc je connais. Il y a un lagon, on voit au premier plan un lagon avec de nombreuses espèces de coraux, de mollusques, des holoturies, des concombres de mer, j'en ai ramassé plein. C'est vraiment magnifique. Il y a même des iguanes sur ces chancelles qu'on peut voir. On peut leur donner à manger, il y en a sur les arbres, il y en a pas mal. Ils sont protégés par une arrêté de protection de biotope. Et au second plan, on voit la presqu'île de la Caravelle, un peu là-bas là. Et là, c'est un milieu xérophile vraiment avec des forêts sèches, très riche en biodiversité aussi, avec des mangroves. Il est aussi protégé. Le de la Caravelle, je l'ai visité aussi, c'est pas très grand, mais c'est magnifique. Puis c'est vrai qu'il fait très chaud. Alors, latitude 0 à 200 mètres. Température moyenne, c'est pareil, N7,6. Précipitation 1500 mm. Donc, je peux prendre les deux plantes. Donc, le figuier maudit, ou le figuier étrangleur. Donc, c'est un arbre parasite qui prend appui sur un autre arbre pour assurer sa croissance. Et cette fois, il va le détruire. Donc là, c'est vraiment un parasite. Et à la fin, il va rester au centre troupéant. C'est des racines adventives fortes et nombreuses qui se dressent au-dessus du sol, qui vont grandir finalement du bas vers le haut, pour former l'enchevêtrement caractéristique qui fait un peu peur. Après, on a ces deux plantes un peu rougeâtres. Ça s'appelle les cordes à violon, les lianes sans fin. Ça forme un manteau flamboyant qui couvre la végétation. C'est une plante parasite également qui prélève de l'eau et des sels minéraux sur ses hôtes. On voit cette végétation xérophile, elle est plutôt parasite finalement, comme elle a peu d'eau, donc elle peut développer une d'adaptation à la sécheresse. Alors après, on a cet arbre-là caractéristique, le gommier rouge ou l'arbre à touriste. C'est un arbre qui fait 15 mètres d'eau, pas très grand, un tronc droit, rectiligne, écorce rousse qui se détache en lambeaux minces, comme on voit sur la droite. Donc je vous pose une question, quel est le lien avec son nom? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'on l'appelle arbre à touriste? Il paie comme les touristes, c'est ça. Voilà, c'est pas forcément évident à trouver. Moi j'ai posé la question, les parents ils essaient de trouver. Voilà, il paie comme les touristes, donc on l'appelle arbre à touriste, parce que quand un touriste il paye des lettres rouges, il éclate sa peau. Voilà. Je trouvais ça marrant, donc je voulais parler. Après on a le gommier blanc. Le gommier blanc, c'est une autre espèce de gommier. C'est un peu différent parce que son écorce elle est blanchâtre et il contient une gomme blanche, une sorte de latex en fait, qui est utilisée comme résine, qui est récupérée par les Martiniquais par exemple, qui vont utiliser parce
ça a des vertus cicatrisantes, notamment médicinales. Après, on a des acacias, donc avec des épines coriaces, des petites feuilles pour limiter l'évaporation, si on doit aussi adapter la sécheresse. Dissémination rapide par des racines horizontales. Avec les acacias, ça dissémine très vite, parce qu'ils ont des racines qui s'étalent horizontalement, donc rapidement, ça va envahir des prairies entières. On en trouve aussi dans la savane africaine. Ça ressemble un peu à la savane africaine, c'est bizarre. On va passer à la mangrove. Donc la mangrove, c'est une forêt très intéressante, très riche en biodiversité. Là, on voit une photo qui est tirée de Port-Louis, en du Souffleur. Ça fait partie du grand cul-de-sac marin en Guadeloupe. C'est un espace naturel protégé qui fait partie du parc national, très riche, qui contient la mangrove de l'île en fait. Moi, je l'ai visité aussi en bateau. C'est magnifique. Donc la mangrove est une forêt côtière, une forêt de bord de mer, qui peut résister à une forte salinité, à peu près 30 pour 1000. C'est vraiment important. Normalement, c'est à peu près 1 ou 2 pour 1000 pour des arbres. Ça abrite une très grande biodiversité marine, des poissons, des crustacés, des mollusques, parce qu'en fait, ça va servir de berceau, de nurserie pour les juvéniles qui vont pouvoir se développer dans les racines inextricables de ces réseaux. Donc en Guadeloupe, on a près de 30 km de mangrove, donc surtout ces grands cul-de-sac marins. Et en Martinique, 16 km, un peu loin, localisé plutôt vers la presqu'île de la Caravelle. Donc je vous présente 3 espèces de palétuviers, parce qu'on en rencontre à peu près 3 dans les mangroves. Du plus près au plus loin de la mer. Donc le palétuvier noir, lui, rouge, il est majoritaire. 90% d'un mangrove pousse près de l'eau. Il a développé donc des mécanismes. Donc il y a des graines qui germent directement sur la plante mère, au lieu de germer sur le sol. Et après, elles se plantent dans la base. Ça forme des haricots caractéristiques, se plantent tout droit. On a des lenticelles qui exudent le sel sur les tiges pour lutter contre la salinité. Des racines en échasse qui forment un enchevêtrement. Donc tout ça sont des adaptations bien sûr à la salinité. On a le palétuvier noir. Alors lui, il est un petit peu plus loin de la mer. Il y a des présences de pneumatophores. Donc vous les voyez en fait en bas à droite. C'est des espèces, ou même à gauche, c'est des espèces de petites racines qui sont du sol, qui servent à... Ouais, peut-être. Et qui servent à respirer en fait à cet arbre. Donc ce sont des racines respiratoires. On a le palétuvier blanc, lui il est encore plus loin, et cette fois on a aussi les pneumatophores. On voit la couleur, on voit la photo, on voit le blanc et le noir à peu près sur la photo du bas. Ils se ressemblent. On passe à la végétation mésophile, ça veut dire en gros de moyenne humidité, de moyenne altitude aussi, puisque les deux sont liés. Donc Cap-Esther Vélo, ça c'est une photo qui est de l'Astère en Guadeloupe en fait. C'est une région qui est au sud. Alors l'altitude 100-400 mètres, les précipitations la plus importantes, vous voyez, 1500-3000 mm, donc du coup la forêt est plus dense. Des arbres de 30 mètres, donc plus haut, 12 fois plus haut. Une formation raréfiée à cause de l'urbanisation. Avant, elle occupait à peu près 20% de l'île, avec des îles. Alors après, je vous présente 3 arbres. Donc le mahogany, le fromager et le bois foufou. C'est un arbre. Donc le mahogany, c'est un arbre qui fait un grand arbre de 45 mètres de haut, origine d'Amérique du Sud, un tronc couleur brun rouge. Il est utilisé en menuiserie et en ébénisterie, c'est un bois précieux. On a l'acajou aussi, c'est différent, mais ça peut être aussi, c'est partie aussi de ces végétations. Le fromager, qui fait 40 mètres de haut, c'est un arbre vraiment emblématique des Antilles. On dit que c'est l'arbre à esprit, avec des esprits, très respecté par les Antillais. Son tronc brun vert est recouvert de grandes épines coniques, qui doivent faire peut-être 2-3 cm de diamètre, qui sont assez dangereuses pour mettre un peu de doigt dessus. Les feuilles sont utilisées en phytothérapie. Et les poils de ces graines ont utilisé pour faire des matelas, toutes sortes d'objets en fait qui peuvent contenir pour matelasser en fait, pour rendre plus doux. Le bois foufou, ça c'est bon, c'est un petit arbuste en fait qui égaye les sous-bois avec ses inflorescences jaunes, orange et rouge. On le trouve aussi fréquemment là-bas. Donc son nom, je trouve ça rigolo. On passe à la végétation hygrophile. Hygrophile, donc là, ça va encore avoir besoin de plus d'humidité. On va monter en altitude cette fois. Et on va trouver beaucoup plus de diversité. C'est vraiment la strate arborescente qui contient le plus de biodiversité. Donc là, c'est une photo
Martinique, sur la route de la Trace, plateau couché. On voit derrière un morne, peut-être le morne Jacob. Donc, je ne sais pas ça. Dans l'altitude, ouais, on monte à 1600 mètres à 1100 mètres. Des précipitations de 2000 à 5000 mm. C'est beaucoup plus important. Ça va comme 5 fois plus important. La température de 20 à 27 degrés, ça peut pareil. Des arbres de 30 mètres, couverts de lianes et épiphytes. Autre nom, c'est la forêt dense humide ou profil. On va retrouver aussi dans le sud. Donc, la Coma boucan. Alors, celui-là, c'est un arbre aussi très emblématique, très puissant, 30 mètres, tronc de 5 mètres de diamètre, très très large, avec des contreforts ressemblant à des palettes. Ce que vous voyez en fait à la base de l'arbre, très large, là, c'est des contreforts. Et ça, c'est très caractéristique des arbres tropicaux, notamment des arbres dans les milieux hygrophiles. Ce sont des espaces, des surfaces en fait, qui permettent à l'arbre de tenir au sol et d'éviter le ruissellement et de ne pas être déraciné par le ruissellement ou autre chose. Et donc ça renforce beaucoup d'espèces d'arbres, donc la comate, puis le fromager aussi peut en avoir, beaucoup d'espèces peuvent en avoir. Et il servait à boucaner la viande, c'est-à-dire il faisait sécher la viande sur ses contreforts. C'est pour ça qu'on l'appelle la comate boucan. Boucan, ça vient de boucaner. Le balisier. Les balisiers, parce qu'il y a plusieurs espèces, Heliconia, en latin, ce sont des très belles fleurs ornementales. Donc là, on voit le rouge et jaune, plusieurs couleurs. Donc ce sont des herbacées, des herbes, ce pas des arbres, de 2 mètres de haut, donc des grandes herbes, très grandes herbes, par rapport à ce qu'on a ici. Des inflorescences à bractées rouge orange. Donc ce que vous voyez, ce n'est pas les fleurs, ce sont les inflorescences, ce sont les bractées qui couvrent les fleurs. Les fleurs, elles sont à l'intérieur, elles sont toutes petites, elles sont minuscules. Ce que vous voyez au rouge et jaune, là, c'est les bractées. C'est ça qui donne une couleur très visible, et en même temps c'est très dur quand vous touchez, vous voyez que ce n'est pas des fleurs. Donc on utilise beaucoup ça pour des espèces ornementales dans les maisons, vous avez ça partout, dans les jardins créoles. Après on a les crêpes de coque, ça c'est des plantes un petit peu plus moins connues, donc ce sont des lianes qui sont connues des forêts tropicales, elles s'enroulent autour des troncs. Vous avez plein d'espèces de lianes en particulier en Guadeloupe. Les fleurs à couleur rosée, semblables à une crête de coque, comme j'ai mis en haut là. C'est pour ça que ça donne ce nom. Le jasmin bois, une espèce de jasmin, avec une très belle fleur. C'est un arbrisseau épiphyte à belles fleurs blanches. Toujours pareil, plante épiphyte qui est fixée sur une autre, mais énormément. La sélaginelle, alors ça c'est une fougère endémique des petites Antilles, dans le Coventi. Elle est très courante dans les sous-bois. C'est vrai que j'en ai vu des tapis très denses, et c'est vraiment une belle plante. On a besoin de beaucoup d'humidité. Les fougères, en général, ça demande beaucoup d'humidité. Après, on a les orchidées. Bon, alors, on a à peu près 100 espèces aux petites Antilles. Donc 85 sont endémiques. On en retrouve quelques là-bas. 90% des orchidées poussent en forêt hygrophile. Et pas au-dessus ni au-dessous. La plupart sont épiphytes et sont fixées sur une branche comme support, sans être parasites. Caractéristique des orchidées. Le bois couilleux. Alors ça c'est vrai qu'il est rigolo, il a son nom, qui ressemble un peu à ce qu'on n'ose pas dire. Donc c'est une liane commune, aussi, très caractéristique par ses rameaux fructifiés, dont on voit les fruits en fait, qui pendent de long des branches. L'ananas bois. Alors ça c'est une forme d'ananas, c'est une espèce de broméliacée épiphyte qui accumule de l'eau au cœur de sa couronne de feuilles. Vous voyez à gauche la couronne de feuilles, au centre il y a de l'eau. Dedans, pour pouvoir s'abriter des petits animaux, des grenouilles, des mollusques, des pendre, des œufs, etc., des moustiques, toutes sortes de choses. Et à droite, vous voyez la fleur de l'ananas bois, une belle fleur violette, qui est caractéristique. Alors on continue, toujours sur ces végétations hygrophiles, c'est pourquoi dire. La fougère bâtard. Donc c'est une fougère assez caractéristique, très grande. Elle est peut-être disparue, parce qu'elle aime sans doute disparu. Parce que depuis que ce livre a été publié, c'est marqué qu'elle a disparu. L'ortie montagne, c'est une espèce d'ortie qui pousse sur les pentes des montagnes, avec des grandes fleurs. Elle est endémique, avec des grandes feuilles, elle est endémique et des petites fleurs violettes. On ne voit pas ici. L'ortie grand bois, donc celle-là on la trouve qu'en Martinique. C'est une ortie à grandes fleurs jaunes, endémique, de la famille des herbes à miel. Donc là, on va passer donc à la dernière strate d'habitation, la plus haute,
modulation d'altitude. Donc là, c'est une photo donc, des pans de la montagne Pelée. Au premier plan, on voit une fougère arborescente à gauche. Très belle fougère arborescente qui va avoir des mètres de haut. C'est une sciatée. Vous voyez, c'est un paysage magnifique. Avec beaucoup de dénivelé. Toute forêt. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette végétation d'altitude? Elle est supérieure à 1100 mètres. C'est-à-dire c'est quand même pas mal parce qu'on monte à 1500 maximum aux Antilles, enfin, aux Martinique et en Guadeloupe. Donc ça représente finalement peu de surface sur l'île. Des précipitations très élevées, 8000 à 10 000 mm, donc tout encore par rapport à tout à l'heure, c'est énorme. Ça, en gros, il pleut quasiment tous les jours. Des vents violents, voire très violents. Une humidité proche de 100%, avec des nuages permanents. Et une température moyenne entre 8 et 10 degrés. On perd 0,5 degrés par 100 mètres. Ça, c'est comme ici. Et en fait, il faut savoir que les sommets de la montagne Pelée de la Soufrière sont constamment dans les nuages. Ils sont dégagés 3 jours par an. Donc, c'est très humide, tout le temps. Il n'y a quasiment jamais de soleil là-haut. En fait, on voit pas bien, malheureusement, on ne voit pas trop la vue, on n'a pas la vue sur la mer. On aimerait, mais moi, je suis monté dans les bleus, je n'ai pas vu la mer. J'ai fait les deux sommets. Alors, l'arête montagne, dans le palmiste montagne, c'est une espèce de palmier qui ne dépasse pas 2 mètres à cette altitude. D'habitude, il peut atteindre 10 mètres en forêt confinée, donc plus bas. L'arête montagne, c'est un arbuste qui ne dépasse pas 2 mètres comme le palmiste. Il pousse sur les ponts des volcans. Vous avez mis aussi les flancs de la soufrière, tu peux voir la couleur, vous voyez une couleur un peu jaune, rouge. Ça en fait c'est dû aux sphènes. Les sphènes ce sont des plantes qui sont voisines des mousses. On va voir après, je vais vous en parler. On a aussi des fougères et des bromeliacées. Après des petites fleurs qui sont endémiques, donc la gentiane Léo, belle fleur blanche, la corolle est riche en nectar, elle attire les colibris qui aspirent le liquide sucré en perçant un trou à la base de la fleur. Donc ils sont là, les colibris. La graine bleue montagne, elle héberge des forêts humides, les fruits sont vivement colorés et appréciés des oiseaux. Le fuchsia montagne, celui-là il est endémique de Martinique, c'est une plante magnifique qui pousse donc sur les pans des volcans aussi. Les feuilles sont disposées en coupole, très jolies fleurs roses qui poussent directement sur le tronc. Donc en fait c'est un petit arbuste. Et c'est vrai que c'est une vraie belle plante. On continue sur les fleurs. Donc le thym montagne, donc des très belles couleurs violettes. C'est un arbrisseau éphémère, couleur mauve, très vive, des fleurs qui va attirer les insectes pollinisateurs à cette altitude, donc les papillons. La fleur bleue montagne, ça c'est une fleur qu'on retrouve en Guadeloupe. Les fleurs sont coupées en boules de forme caractéristique aux couleurs violacées. Vous voyez, c'est quand même assez caractéristique. La myrtille des hauts, les fleurs sont en clochettes, regroupées au sommet de la tige. Les couleurs violacées, proches du fuchsia montagne. Ça ressemble un peu au fuchsia montagne au niveau de la couleur, pas au niveau de la fluorescence. Et je terminerai en fait cette végétation par des fougères, en fait des lycopodes, on va dire des plantes voisines des fougères. Donc le premier c'est Lycopodium cernum, le sapin de Noël. Vous voyez, il ressemble à un sapin de Noël, c'est une caractéristique. Donc c'est une plante parent des fougères. Ça pousse sur des sols dénudés, des rochers, toujours en altitude. Après une éruption volcanique. Celui-ci porte des sporanges reproducteurs au bout des rameaux recourbés. On ne le voit pas ici, mais en fait, si on regarde de près, on voit qu'il y a des petits spores. Le deuxième, c'est le Lycopodium siberianum. On a trouvé en Sibérie, j'imagine. Il est endémique des petites Antilles. Il forme des tapis denses où les individus sont dressés au-dessus du sol. Vous voyez, on dirait des digitations, des doigts. C'est très caractéristique. Moi, cette plante est magnifique, j'en ai ramené. Mais bon, elle n'a pas tenu beaucoup. Après, les sphènes. Donc, les sphènes, c'est ce tapis verdâtre, là, avec toutes ces petites étoiles. Ça, c'est magnifique. Donc, ça, il y en a partout aussi sur les pans, surtout en Guadeloupe, au sommet de la Soufrière, mais j'en ai vu plein. Donc, les sphènes sont des variétés de mousse qui peuvent absorber de grandes quantités d'eau. Donc, on l'utilise pour faire les tampons pour les femmes. Le petit calumet au centre, c'est une petite graminée des prairies d'altitude. Vous voyez, elles poussent en fait au centre. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de la conservation qui a été mise en place aux Antilles.
Donc là, on a une carte des espaces protégés de Martinique. Donc on a les sites naturels inscrits en orange, les sites naturels classés en rose, les communes surfaciques, en gros les communes, et le parc nature régional en vert. Donc c'est ça qui nous intéresse finalement. Moi, je vous ai marqué un petit peu les différentes communes qui font partie du parc. Donc, au nord, on a, c'est près de Delpelé, en fait. Delpelé, elle n'est pas marquée, mais en gros, elle est vers Font-Saint-Denis, Borne-Vert, le Carbet, Gros-Morne, le Lorrain, Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Macoupa, Grand-Rivière, le Pêcheur et Saint-Pierre. La Delpelé, elle est à Saint-Pierre. On la voit là. Moi, j'ai logé à Saint-Pierre, juste sous la montée. Là, c'est un parc, voilà, c'est là où il y a plus de biodiversité, on va dire, dans le monde. Après, donc, à l'ouest, on a les trois îlets, les Anses d'Arlé et le Diamant, le fameux rocher du Diamant, qui a été pris par les Anglais, en fait, à l'époque. Ils avaient essayé d'installer des batteries, etc., des bateaux, ils voulaient attaquer la Martinique en partant de là. Mais ils ont échoué, heureusement. Après, on a le Saint-Esprit, Rivière-Pilote, Sainte-Lucie, le Marin, Sainte-Anne. Là, c'est plus touristique, la Sainte-Anne, vous voyez, c'est un peu plus déjà loin de l'espace protégé. C'est des forêts plus xérophiles, plus sèches. C'est un peu différent. Donc la Guadeloupe, maintenant, comment ça se fonctionne? C'est plus compliqué parce qu'il y a plus d'îles. Donc en fait, vous avez donc Basse-Terre à l'ouest, Grande-Terre à l'est. Donc sur Basse-Terre, vous avez le parc national de la Soufrière. Le parc national cette fois. Donc, le parc national, ça contient une aire optimale d'adhésion et une aire maritime adjacente aussi, et un cœur de réserve en rouge. Et dans ce cœur de réserve, tout prélèvement de faune et flore est interdit. Donc c'est très réglementé, ce qui n'est pas le cas du parc régional. Donc ça veut dire que c'est un niveau de conservation supérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, vous avez les arrêtés préfectoraux de protection du biotope en vert. Vous avez des forêts départementales, forêts domaniales, une réserve de biosphère en jaune, c'est des petits îlets qui sont à l'est, avec une aire centrale, une zone tampon, une aire de transition. Et vous avez sur la gauche là tous les, on va dire, la dépendance de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, donc c'est le nord, la Désirade, elle est plus vers l'est, côté un peu réserve de biosphère. Pour Marie-Galante est au sud. C'est une grande île, et les Saintes sont au sud aussi. Alors, quels sont les outils de conservation qu'on utilise aux Antilles? C'est un peu comme ici en fait. Donc on a des lois de protection des biotopes qui datent du 10 juillet 1976. On a les SNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui prennent en compte les milieux et les espèces qui y vivent. La DIREN, donc, qui va aider aussi à la protection. Le conservatoire du littoral, qui fait partie de l'UICN, en fait, c'est l'Union internationale de conservation de la nature, qui va créer des espaces sauvages, comme ici, pour les empêcher d'être construits et les soustraire à la prospection immobilière. On a le parc national de Guadeloupe et le parc régional de Martinique, c'est pas la même chose. Donc le parc national, il a une zone centrale de restriction, avec une protection totale de la faune et la flore résidente. Une zone périphérique où les activités économiques sont possibles. Donc on a des communes qui peuvent s'établir. Le parc régional correspond à la zone périphérique des parcs nationaux. On n'a pas d'obligation de protection avec des activités économiques, donc le niveau de protection est moins élevé. Les réserves naturelles comprennent ce dispositif. En Guadeloupe, vous avez le grand cul-de-sac marin. Ça abrite une grande mangrove entre les deux îles. Petite terre, donc ça c'est les îlots qu'on avait vu tout à l'heure, la réserve de biosphère. Martinique, on a la presqu'île de la Caravelle et les îlets Sainte-Anne, qui sont au sud. Les arrêtés de protection de biotopes sont établis par le préfet. Ils protègent des zones réduites où vivent des espèces rares et menacées. Par exemple, le rocher du Diamant ou l'îlet Chancel. Moi je l'ai visité, donc il y a des iguanes. Après, on a des conservatoires botaniques en Martinique et en Guadeloupe, comme chez les Porquerolles, par exemple. Leur serre renferme des espèces en voie de disparition, l'estrée de Saint-Pierre et le Tatier. Les jardins botaniques qui sont membres de l'UICN, Fort Napoléon, ça c'est au Saintes, on cultive des têtes à l'anglais des orchidacées, des espèces
en voie de disparition. Le tourisme vert. On a des pistes de randonnée en forêt, avec des guides. Moi j'en ai fait. Les jardins créoles. On peut maintenir des variétés de plantes cultivées dans ces jardins. Il y a beaucoup de plantes cultivées, des fruits et légumes, grande quantité. Le bilan. On a beaucoup de structures de protection, mais les décisions sont peu appliquées sur le terrain. L'urbanisation et la pollution industrielle augmentent. On a une bétonisation des berges, un assèchement des zones humides, marécages, des lacs, etc. Un aménagement des campagnes. La situation est pire dans les petites îles des Antilles, où les mesures servent de façade pour attirer les touristes. Donc plus le pays, on va dire, est pauvre, en gros, et moins la protection de l'environnement est efficace. On a des mesures alternatives ou techniques agro-environnementales, par exemple des bancs herbacées pour éviter l'érosion des sols, pratique de la jachère pour éviter l'épuisement, des reboisements. On a des subventionnements d'actions protectrices par des ONG, par exemple le Guatemala. Au Guatemala, sa dette a été rachetée intégralement par Nature Conservancy, une association américaine, 24 milliards de dollars. Et en fait, ils ont investi dans la protection de biotope. C'est pour ça qu'on a accepté de leur racheter leur dette. C'est quand même important. Pour une gestion écologique de la forêt, arrêt de l'abattage massif des arbres, utilisation de petits volumes pour tirer profit des ressources sylvicoles, alimentaires ou médicinales, par exemple la gomme arabique, le rotin. Le rotin, donc, en fait, c'est issu du rotan. C'est un bois, en fait, pour utiliser ce produit. Les huiles essentielles, le miel, le latex. Le but, c'est d'augmenter les revenus des petits exploitants qui ne vendront pas leurs parcelles au coût industriel. Et donc, forcément, qui vont protéger la forêt. On va rétribuer les propriétaires qui protègent les parcelles de forêt, comme au Costa Rica. On leur verse, je crois, 1 euro pour quelques hectares par an. C'est pas mal déjà. Donc, la conclusion et l'élargissement, je vais l'exposer. Donc, la préservation de la biodiversité est devenu un enjeu majeur du XXIe siècle. C'est un objectif prioritaire de la politique environnementale de la plupart des nations. Le but ultime est d'aboutir à l'instauration d'un équilibre harmonieux entre la gestion durable des ressources biologiques et le développement économique des îles des Antilles. Ce qu'on appelle le développement durable. On a 3 écosystèmes interdépendants qui façonnent l'équilibre des Antilles. La mangrove, on a les récifs coralliens et les prairies sous-marines. Donc on commence par la mangrove. Elle a une complexité et une richesse extraordinaire. Elle a été dégradée par les activités anthropiques. Ses rôles sont le vivier des espèces marines, un berceau en fait. Ils vont pouvoir aller se reproduire des poissons, etc., des crustacés. Une protection contre les houles cycloniques. Donc en cas de cyclone, des fortes vagues pour détruire les îles, les berges, etc. Donc on va pouvoir protéger les berges grâce aux mangroves. C'est pour ça qu'il ne faut pas les supprimer. Ça peut aussi nourrir les populations parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui vont pêcher dans les mangroves et beaucoup d'espèces de poissons. Elle peut protéger le littoral contre l'érosion à cause de la mer. Adaptation complexe du palétuvier. Donc cet arbre, il a un système d'extraction du sel, donc des lenticelles, une reproduction qui part, c'est-à-dire en fait il y a des graines qui tombent sur le sol, qui se plantent sur le sol, et des pneumatophores pour la respiration. Son bois est imputrescible, il ne pourrit pas. C'est un matériau de construction, on peut en faire du tanin ou du charbon. La mangrove, elle peut aussi faire une fixation des sédiments. En fait, ça évite la progradation des côtes. C'est-à-dire ça favorise la progradation des côtes, ça veut dire en gros le maintien des volumes des côtes. Sinon, ça serait dégradé par l'érosion. Il y a la limpidité des eaux, parce que ça va filtrer les toxines, ce qui va maintenir la santé des récifs coralliens. En réalité, ça, c'est interdépendant avec les coraux. Tout est relié. Justement, on passe un peu aux récifs coralliens. Ce sont des barrières naturelles. On estime que 60% des récifs caribéens vont disparaître en 2030, plus de la moitié. Donc les rôles, protection de la mangrove, c'est une dynamique d'entraide par un blocage des vagues. Donc finalement, les vagues ne vont pas aller casser la mangrove, elles ne vont pas la détruire grâce au récif. Le réservoir majeur de faune et flore, on le sait, il y a beaucoup d'espèces de poissons qui vont se produire dans les récifs, les coraux, etc. Ce sont des nurseries comme les mangroves, donc préservation de nombreuses espèces menacées. On a aussi une image touristique des récifs sur les cartes postales et un héritage culturel de la population.
Les prairies sous-marines sont d'autres réservoirs de biodiversité. Elles ont été dégradées aussi par la pollution et la sédimentation, mais finalement moins que les coraux. Donc les récifs coralliens, ce sont vraiment des écosystèmes les plus dégradés actuellement. Elles contiennent des plantes à fleurs marines comme les posidonies, chez nous. On a l'herbe à tortue, l'herbe à lamentin, qui sont les plus communes. Elles sont présentes dans la mangrove, entre la mangrove et les récifs, dans des fonds calmes et peu profonds. Et c'est stabilisé par un réseau racinaire dense. Donc ça va encore finalement c'est un rôle aussi de protection du village. Des rôles majeurs, c'est une nourriture pour les tortues et les oursins. Et les lamprits, c'est des gros coquillages qu'on trouve dans les lagons, qui sont nateurs de naufrages. Elles hébergent des éponges, des zoopturies, des concombres de mer multicolores, des étoiles de mer, des poissons des récifs. Voilà, donc c'est fini. Donc je vous donne un petit peu la biographie. C'est un livre que j'ai acheté là-bas, c'est Le Grand Livre de la biodiversité de Guadeloupe et Martinique, qui a été donc écrit en 2011 par l'UGPAN, Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, sous la direction de Lynn Rose Buzz. Les photographies sont de Grégory Guida. La contribution scientifique, il y a Alex Allard-Saint-Alpin, agrégé de sciences naturelles, qui a rédigé le chapitre sur l'activité volcanique d'émergence de la biodiversité, dont j'ai parlé au début. Maurice Burac, professeur émérite de géographie, qui a fait le lien entre le climat et les écosystèmes favorables à la biodiversité. Maurice Henry, docteur en histoire, qui a parlé des îles nées du feu des volcans, avec la colonisation. Anne Breuil, professeur de botanique, d'écologie et de phytopathologie, qui a écrit dans tous les chapitres sur les séries de végétation, les séries de végétation, les grands écosystèmes terrestres et les séries de végétation. Comme les avions, c'est la même famille. C'est comme la France. C'est comme la France, c'est la même famille. C'est des ballons. C'est pas des cosmos. Par rapport à ce que vous avez fait voir, des multiples questions, pourquoi on a pas eu les noms? D'accord? Ouais, moi je sais pas trop les noms. C'était pas tellement le nom, les familles, tu vois. Parce que quand on fait des recherches, c'est que je suis dans la famille, on arrive à faire un peu par Ils ont pu mettre. Après, il fallait trouver aussi, parce que moi je n'avais pas forcément les familles dans les livres. C'était pas évident à trouver. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de plantes que j'avais vues en Guyane. En Guyane, c'est vrai. J'étais en Guyane. Dans les sens. Il y a beaucoup plus de biodiversité en Guyane, bien sûr. Oui. Moi, c'est une interrogation par rapport à ceux qui ont conçu Guyane. On avait quand même parlé plus ou moins de conservation, d'écologie. Or, on sait très bien, je ne crois pas me tromper en disant que la banane est traitée à mort et qu'il y avait des malades, il y avait des morts, etc. Alors, on peut m'étonner que ce soit le groupement. C'est vrai, mais c'est nous maintenant qui subventionnent la protection des écosystèmes, parce que justement, il y a eu l'accord d'École, en 2008, là, le gouvernement de tous les pesticides très dangereux, et justement, ils ont pris conscience des producteurs-là de leurs erreurs, et maintenant, ils se rachètent une conduite en finançant des actions puissantes. Parce qu'en fait, ils sont ceux qui ont l'argent, c'est les riches. Voilà, donc du coup, c'est eux qui peuvent agir. C'est pareil, c'est les riches qui peuvent agir. Et maintenant, ils ont décidé, effectivement, de mettre en place des actions de subvention, de protection des terrains, notamment pédagogiquement, en l'occurrence. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait? Parce que moi, je suis analyste et pas du tout en botaniste. Par exemple, dans les arbres, alors qu'il y a le flamboyant qui est vraiment. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est un parcours? Non, il n'était pas forcément endémique, il n'était pas forcément lié partout en flamboyant. Moi, je l'ai vu en Amérique du Sud. Tu le vois en Afrique.
Tu le vois en Afrique du Sud aussi. Bah, j'ai oublié celui-là. Mais ce serait une pro-végétation rurale. J'ai dû le rajouter. J'ai vu qu'il y avait 2 noms de soufrières, à 2 îles différentes. Ah oui, c'est vrai, il y a plusieurs soufrières, effectivement. Ah ouais, c'est là, effectivement. La soufrière, en fait, c'est un type de volcan. Je pense que c'est un type de volcanisme, la soufrière. Ouais, c'est la première. Je sais qu'il y en a une avant Serra, je crois. Mais ça veut dire que c'est du soufre. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire que c'est du soufre. Bon, Serra, ça a été évacué, je sais. Moi, je l'ai vu. Oui, ils sont revenus. Ils ont été revenus, ils sont revenus. Moi, quand j'y étais, ils étaient revenus. Ouais, c'est là. Ouais, Soufrière Hills. Ouais, il y en a plusieurs, effectivement. Il y en a plusieurs. Il y a Dôme. Ça, c'est bon, c'est vrai, c'est Bussy. Alors, c'était anglais, c'était anglais. C'était français d'ailleurs, je crois, 1814. Les Anglais nous l'ont piqué en 1814. Ça a été récupéré par les Anglais en 1814 après les guerres napoléoniennes. Malheureusement, c'était français. S'ils n'avaient pas eu, ils nous auraient pas piqué cette île. Bon, après, ils l'ont perdu. Elle était indépendante depuis 1960 à peu près. Et elle est anglophone. Un petit peu, justement, elle est un petit peu francophone aussi, parce qu'il y a cet héritage-là. Il y a aussi un parle créole franco-anglais. Il y a un festival de jazz très connu, justement, qui ramène beaucoup de monde en toute la Caraïbe. Donc c'est une île aussi qui a une histoire particulière. Les Américains, Les Américains, oui, il y a beaucoup d'Américains en fait. Ils sont pas loin. Ils considèrent d'ailleurs que ça fait partie des États-Unis. Ils considèrent qu'on n'allait pas être là-bas, les Français. Une question là. Et quand j'ai marqué l'espèce endémique, déjà, ça veut dire que c'est forcément menacé. Parce qu'on ne trouve que là-bas. Donc, vu que là-bas, il y a des menaces de partout, déjà, l'espèce endémique, elle est plus menacée que l'autre. Après, je ne connais pas les statuts de protection. Je n'ai pas été regardé. Je sais qu'il y a un tabou, il y a les statuts de protection. Mais il y en a pas mal qui sont menacés. Peut-être pas les grands arbres, comme le fromager, la coma, tout ça, il y en a qui comprend pas mal. Mais peut-être les petites plantes, des espèces de fleurs, etc., c'était déjà plus menacé.